Annyeonghaseyo. Bonjour la Corée, bonjour les Coréens. Au moment où je vous parle, nous sommes encore durant la période de crise du Covid. J'avais écrit une nouvelle le premier jour du premier confinement en mars 2020 qui s'appelait Homo Confinus. Et cette nouvelle démarrait par la phrase « Ils avaient dit que ça allait durer 3 semaines et c'était il y a 3 ans ». Il semble que cette phrase soit prémonitoire car en effet, ils avaient dit que ça allait durer 3 semaines et maintenant on est en train de terminer pratiquement la première année et il n'y a pas de feu vert qui annonce que les choses vont s'arranger. Je crois qu'il est intéressant de se poser des questions sur cette crise et notamment sur tout ce que cette crise va changer. Alors tout d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a toujours eu, durant l'histoire de l'humanité, des crises terribles qui ont tout remis en cause. Rien que mes parents ont connu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et pour vous, ça doit être la guerre de Corée, qui était quand même un événement terrible. Encore avant, il y a eu la grippe espagnole, qui a fait des millions et des millions de morts. Encore avant, on pourrait citer la Première Guerre mondiale, et on pourrait aussi citer les épidémies de peste. En fait, il n'y a pas une seule génération, depuis le début de l'histoire de l'humanité, qui a été tranquille durant 100 ans. Chaque fois, il y a eu un gros problème. Si ce n'est pas des virus, ça peut être donc des guerres, mais ça peut être aussi des tremblements de terre. L'une des pires années de l'histoire de l'humanité, objectivement, serait l'année 532. Durant l'année 532, après Jésus-Christ, il y a eu des tremblements de terre et des éruptions volcaniques qui ont provoqué un nuage de poussière qui a créé un hiver. Il neigeait en juillet et en août, en l'an 532, et ça a créé des famines. C'était aussi la fin de l'Empire romain et il y avait la guerre un peu partout dans le monde. C'est une sorte de grande chance qu'on a d'avoir connu autant de choses et autant de confort. Nous avons la médecine, nous avons une espérance de vie qui est passée de 50 ans à 80 ans. Nous avons, mine de rien, une période qui pour l'instant est plutôt une période de paix. Tout le monde mange à sa faim. Il n'y a pas de famine, il n'y a pas de peste. Et je crois qu'avant de se prendre en pitié sur cette crise du Covid, il faut être conscient déjà de l'énorme confort dans lequel on vit. Avant, quand il y avait des épidémies, les gens restaient enfermés chez eux, ils ne savaient même pas ce qui les frappait. Ils n'étaient même pas capables de comprendre ce qu'était la peste. Et nous pouvons rester avec nos ordinateurs, avec nos livres, on peut regarder la télévision, on ne manque pas de nourriture. Mine de rien, ça a l'air terrible, mais ça reste beaucoup plus confortable que ce qu'ont vécu nos ancêtres. Ça, c'est un premier élément. Par contre, maintenant, ça va nous obliger à nous poser des questions sur le futur. Le futur, d'abord, il y a une première chose à prendre en ligne de compte, on ne pouvait pas éternellement avoir une croissance économique, une croissance démographique et une croissance de la pollution qui ne soit pas ralentie ou arrêtée. Mine de rien, cette crise du Covid aura au moins permis de ralentir l'activité de consommation, l'activité de gaspillage. Il semble qu'il y a des espèces animales, notamment des poissons qui réapparaissent dans les forêts, des animaux ou des insectes qui ont pensé disparus, qui réapparaissent. On dirait que la nature profite de cette situation terrible que nous vivons. C'est comme si elle se disait, tiens, maintenant que l'humain ralentit un peu son activité, nous allons pouvoir à nouveau nous reconstituer, nous redévelopper. Il y a moins de vols d'avion, il y a moins de bateaux, il y a moins de gens qui voyagent. Du coup, il y a moins de dégâts sur la planète. Alors évidemment, c'est terrible pour ceux qui sont touchés, c'est terrible pour ceux qui meurent, mais il faut bien se rendre compte que chaque fois qu'il arrive ce qui nous semble une catastrophe, ça peut être un avertissement ou ça peut être l'occasion de recréer un rééquilibrage, une nouvelle harmonie qui avait besoin d'être faite. À la question est-ce que cette crise peut s'arrêter? La réponse est, à mon avis, oui, mais ça va laisser des séquelles terribles. Ça va laisser des séquelles terribles parce que pour la première fois, on va comprendre que nous sommes une espèce fragile
et qu'il peut y avoir un fléau qui touche toute la planète. C'est-à-dire c'est pas juste une région, c'est pas comme il y a eu le SRAS, où il y a eu Ebola, où il y a eu le chikungunya qui ont touché des régions spécifiques. Il peut y avoir un moment où toute la planète est touchée, et ça, c'est une nouvelle réflexion qui va nous obliger, je crois, à prendre des décisions planétaires et non plus des décisions nationales. J'espère déjà qu'on aura envie, après ce qui se passe, de renforcer l'OMS et de renforcer une sorte d'organisme qui puisse harmoniser les énergies en vue de réagir à ce genre de crise. Parce que ce qu'on constate aussi du fait de cette crise, c'est que tous les scientifiques ne sont pas d'accord, tous les pays n'ont pas les mêmes remèdes. Il y a certains pays en plus qui refusent d'agir, d'autres qui pensent qu'il va y avoir une réaction d'immunité collective. Donc il y a un moment, il va falloir tout harmoniser, parce que si chaque pays fait quelque chose dans son coin sans tenir compte des autres, au bout d'un moment, tous les efforts seront perdus. Donc déjà, je pense qu'un des points positifs, en dehors du fait que la planète va pouvoir avoir une petite pause par rapport à l'invasion humaine, c'est qu'on pourra enfin avoir peut-être une harmonisation des stratégies de lutte médicale. Dans mon livre sur les chats, qui commence par Demain les chats, j'évoquais au début précisément une peste qui touchait l'humanité. Donc c'était il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, quelque part, j'avais senti que nous arrivions à un carrefour de l'histoire de notre humanité, de notre évolution. Et je voulais montrer déjà à travers Demain les chats, je voulais montrer que l'espèce humaine est une espèce récente. Les fourmis sont par exemple sur Terre depuis 120 millions d'années. Nous sommes sur Terre au mieux depuis 3 millions d'années. Ça veut dire que nous sommes une espèce récente, nous sommes aussi une espèce fragile. Un peu comme un nouvel animal qui apparaîtrait sur une planète et qui prend ses repères. Si ce n'est que cet animal, nous avons cette chance d'avoir des mains. Et la position bipède libère ses mains, ce qui nous a permis de développer l'outil. Et l'outil nous a permis de prendre un ascendant sur toutes les autres espèces. Et cet ascendant est tellement fort que maintenant, nous ne savons plus comment nous arrêter. Nous mesurons notre puissance, il n'y a plus aucun animal de type mammifère qui nous fait peur. Nous n'avons plus peur des lions, des loups, des requins, de tous ces animaux, des ours qui ont peut-être effrayé nos ancêtres. Nous n'avons plus peur de personne. Notre seul adversaire, c'est des adversaires invisibles. C'est-à-dire ce n'est plus des animaux de notre taille, c'est des animaux qui sont dans l'infiniment petits. Et je voulais montrer dans Demain les chats qu'en effet, la peste, qui historiquement a touché les rats et ensuite qui a été transmis par les puces, pouvait être un fléau qui pouvait réapparaître à n'importe quel moment. Et nous serons obligés de toute manière, repenser notre place dans le monde animal, dans la biosphère, sur la surface de la planète. Nous ne pouvons pas nous tenir à l'écart, se dire que tout ce que nous faisons, c'est des actes d'humains pour faire plaisir à des humains en considérant que l'objectif de tout est de satisfaire l'humain. Demain les chats, c'est une manière de dire, regardez ces petits animaux que nous avons chez nous, les chats, mais aussi les chiens, sont déjà des êtres à leur manière intelligents qui ont résolu des problèmes que nous ne savons peut-être plus résoudre. Et les chats me semblent en effet des animaux qui savent déjà mieux percevoir la lumière, puisqu'ils arrivent à voir dans le noir, qui savent percevoir plus de sons, qui savent percevoir les vibrations de l'air. Les chats, par exemple, perçoivent mieux et les tremblements de terre et les dangers, parce qu'ils ont toutes sortes de sens et de capacités que nous découvrons à peine. Et je voulais montrer que peut-être, nous qui nous sentons tellement forts par rapport aux autres animaux, eh bien on peut être doublé par ces petits animaux que nous prenons pour des peluches et que nous croyons juste nos serviteurs et qui pourraient s'avérer plus forts que nous. Voilà, je crois qu'il peut y avoir une crise majeure qui d'un coup frappe l'humanité et nous oblige à nous placer différemment dans la biosphère. C'est ça un peu le thème que j'avais voulu développer dans la trilogie des chats. Une autre idée que je vois dans cette période troublée, c'est une réflexion sur le vivre ensemble.
Dans Les fourmis, qui est mon premier livre, j'évoquais la réussite des villes de fourmis, dans lesquelles 50 millions de personnes arrivent à fonctionner avec pour seul souci le bien-être collectif. Évidemment, nous en sommes très loin. Pour l'instant, nous sommes juste dans la recherche d'un bonheur ou d'un bien-être individuel. Et tout dans notre société de type capitaliste nous pousse à l'individualisme et à le moi d'abord et les autres sont moins importants. Dans les périodes difficiles, que ce soit la guerre ou que ce soit les épidémies, on s'aperçoit que cette position d'individualisme, en fait, ne tient pas. Il y a un moment où il faut fonctionner ensemble, il faut coordonner les efforts, il faut communiquer. Alors nous avons maintenant cette chance d'avoir les ordinateurs et les téléphones portables et Internet qui nous permet de communiquer un peu comme les fourmis utilisent leurs antennes pour pouvoir transmettre des informations, si ce n'est que chez les fourmis c'est olfactif et chez nous c'est des signaux électroniques. Mais mine de rien, il se passe cette chose, c'est qu'on prend déjà conscience que si on reste seul dans un appartement juste à manger, au bout d'un moment on devient fou. On a besoin de rentrer en interaction avec les autres, on a besoin de chercher des stratégies avec les autres, et on prend aussi conscience de cet énorme confort qu'on avait avant la crise, de pouvoir rencontrer des gens, d'aller dans des concerts, d'aller dans des pièces de théâtre, de se retrouver dans des cafés, de rencontrer les gens, de pouvoir les prendre dans les bras, de pouvoir les embrasser. En fait, toutes ces choses nous semblaient acquis et complètement naturelles, et c'était des cadeaux. Peut-être que l'un des intérêts aussi de la crise, c'est de nous faire mesurer la chance qu'on avait de pouvoir vivre dans des villes ensemble et de fonctionner ensemble. Et peut-être que cette crise va nous obliger de vivre ensemble différemment. Peut-être avec moins d'égoïsme, peut-être avec une pensée plus globale sur un intérêt collectif. Et en cela, nous allons peut-être dans la direction d'une société de type fourmi, dans laquelle nous ne serons heureux que lorsque le groupe sera heureux, nous serons bien que lorsque le groupe sera bien et nous sentons solidaires de toutes les autres personnes. Nous allons vers ça, nous allons vers un mieux vivre ensemble. Mais ça se fait par à-coups et par moments, il y a malgré tout des forces, des énergies qui visent juste à nous séparer, ne serait-ce que pour nous fragiliser. Ces forces peuvent être politiques, ces forces peuvent être économiques, ces forces peuvent être religieuses, mais je crois qu'il y a un bon sens au-dessus de toutes ces pressions qui est, nous savons que pour que nos enfants puissent vivre sur une planète qui fonctionne, nous devons repenser notre manière de fonctionner ensemble et notre manière de travailler de manière collective. Il y a peut-être, parmi les leçons que nous devons tirer de la crise du Covid, l'idée que nous devons considérer notre planète, peut-être qu'il y a une négociation à avoir avec notre planète. C'est-à-dire, notre planète est vivante, ça on le sent confusément. Le fait qu'elle soit tiède, le fait qu'il y ait des océans, le fait qu'il y ait des forêts, le fait qu'il y ait une atmosphère, ce n'est pas comme la Lune, ce n'est pas comme d'autres planètes qui sont ou trop chaudes ou trop froides. Nous avons la chance d'être une planète qui vit, qui palpite, qui tourne, qui est différenciée avec des tas de formes de vie végétale, animale, avec toutes sortes de composantes minérales, avec des volcans qui sont comme la respiration de la planète, avec des mouvements de plaques qui sont comme une peau, on pourrait dire. Moi, je trouve qu'il pourrait être intéressant de penser non plus seulement en tant qu'humain, voire que humain et d'animaux, mais de penser en tant que locataire d'une planète qui doit être préservée. Tout à l'heure, je disais que nous sommes une espèce jeune, mais nous sommes une espèce jeune qui a tout le temps considéré que les fruits, les légumes, les poissons, les animaux, tout ça, c'était des cadeaux que nous faisait la planète. Maintenant, peut-être qu'il y a une question à se poser, c'est est-ce que nous n'avons pas, nous, intérêt à remercier la planète ou à rendre quelque chose en retour? Pour l'instant, nous sommes des enfants ingrats. Nous avons pris de la planète, mais tout ce que nous avons rendu, c'est des déchets. Nous avons souillé les océans, nous avons souillé l'atmosphère, nous avons détruit les forêts, nous avons pris le pétrole, qui est une sorte de sang noir de la planète, sans rien lui demander, sans rien négocier. Je crois que l'une des grandes idées aussi à repenser pour le futur,
serait de percevoir notre planète comme une partenaire. Je développe un peu aussi ce sujet dans Troisième Humanité, dans lequel j'imagine qu'à l'ONU, il y ait un représentant de la planète qui défend les intérêts de la planète, comme un avocat qui pense à préserver notre lieu de vie. Nous sommes un peu comme des puces sur un chien. Alors nous sommes en train de prendre son sang, comme toutes des puces, mais s'il y a trop de puces, au bout d'un moment, nous allons tuer le chien. Et donc il faudrait une sorte de puce avocat qui dise « Attendez, là il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter ou ralentir notre consommation, ou en tout cas notre vampirisation du chien, sinon le chien va mourir et nous serons tous foutus. » Il y a une réelle réflexion, je crois, à avoir au-delà de l'écologie et au-delà de la politique écologique, qui est juste du bon sens, qui est si nous voulons que l'humanité persiste dans le futur, il faut préserver son espace vital. Il faudra pour nos enfants de l'air, il faudra pour nos enfants de l'eau potable, il faudra pour nos enfants des matières premières, et nous ne pourrons pas leur donner que du plastique, nous ne pourrons pas leur donner que des ordinateurs avec des informations dessus. Il y a un moment, il faudra quand même garder ce contact privilégié que nous avons avec la planète. Et donc c'est pour ça qu'en effet, dans Troisième Humanité, j'imaginais cet avocat de la planète qui puisse défendre, en toute logique et en tout bon sens, l'intérêt de notre lieu de vie. À la prochaine crise, et chaque crise est peut-être une leçon un cri d'alarme de notre planète qui nous dit vous devez arrêter une croissance non contrôlée et penser à une croissance en conscience contrôlée.